commence la région des Aurès. C'est le pays des Chaouis. Les Chaouis sont berbères. Comme les Kabyles, les Chaouis ont le caractère bien trempé. La guerre d'Algérie a commencé ici, par une embuscade dans ces gorges profondes. C'était en 1954. Attentat, coup de main, engagement, le Roufi est un dédale parfait pour la guérilla. Les Romains, puis les Arabes en leur temps, se sont heurtés aux Chaouis. Ces derniers, pour se protéger des invasions, aménageaient leurs maisons en troglodytes au cœur de ces crevasses. Depuis, le temps semble s'être figé. Les Chaouis sont devenus tailleurs et polisseurs de pierre. Mais les conditions de ce métier sont dures, comme la terre, aride. Ce peuple berbère, nomade, et cette terre brûlée me racontent le Sahara tout proche. L'avance de ce désert paraît inexorable. J'ai même vu une expérience incroyable, un barrage contre le désert. Hassi Baba, où une barrière verte a été plantée dans les années 70. Monumental programme ou utopie, qui sait? Des millions d'arbres plantés de la main de l'homme, une forêt entière de pins d'Alep, cet arbre résineux qui aime les sols arides. La voie verte était censée encercler le Sahara. Mais ce rêve est hanté. Hanté par les chenilles processionnaires qui raffolent du pain. Et à quoi ressemble donc ce désert avec lequel on lutte? Je franchis la porte du désert à Biskra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. La muraille des monts du Mzab. De l'autre côté de Biskra, changement de décor. C'est un immense champ à moutons. Cette steppe court jusqu'à Djelfa. Elle est célèbre pour l'élevage. On vient de toute l'Algérie acheter son mouton pour l'Aïd. Plus de 4 millions sont vendus chaque année pour être sacrifiés. La race la plus prisée porte même le nom d'un village de la plaine, celui de Ouled Djelal. Quand on a 10 ans, avoir son premier mouton, c'est un moment aussi fort que passer son permis ou acheter sa première voiture. Autrefois, la région était couverte d'alpha. Mais l'élevage épuise cette steppe. L'été, il fait chaud. À partir de maintenant, il faut calculer son eau et ses réserves en carburant. J'entre au Sahara. Devant moi commence le plus vaste désert chaud au monde. Il couvre la superficie de l'Australie tout entière. Sur ma route, El Oued, Gardaya, El Menea, Timimoun, Tamanrasset, Janet. 1600 km à travers le désert. La transsaharienne est un fil d'Ariane qu'il ne faut pas lâcher. Si l'on quitte la route, on se perd. En fait de désert, le désert n'est pas vraiment de sable, mais plutôt de cailloux. Un champ de cailloux sans fin, toujours pareil, plat jusqu'à l'horizon. Avec le soleil qui monte, la température grimpe aussi. L'horizon devient flou, le relief incertain. Il fait 35 degrés à l'ombre. La chaleur déforme la lumière, faisant apparaître des formes. Les mirages.
Ce sont des pièges mortels pour le voyageur égaré. En touchant l'oasis d'El Oued, ma première escale dans le désert, j'ai vu un rêve prodigieux, celui de mettre en culture le désert. On y fait pousser la pomme de terre. Il faut juste de l'eau. Le Sahara regorge d'importantes quantités d'eau stockée en profondeur et héritée de périodes très anciennes. Une eau fossile que les rares pluies du désert viennent réalimenter. On mène ici une bataille perdue contre le sable. L'agriculture d'El Oued est un mirage des temps modernes. À mesure que l'on pompe l'eau, elle devient trop salée. Il faut constamment déplacer les champs. À l'origine, El Oued vivait des dattiers et d'agriculture vivrière, poussant en poche de sable. Mais 1 million de palmiers sont déjà morts, asphyxiés. Pire encore, par endroits, l'eau est même polluée par les rejets humains. Il faut dire que El Oued est devenue une grande ville. La cité aux 1000 coupoles abrite désormais plus de 100 000 personnes, sans compter l'activité touristique. Avec l'installation de l'eau courante en ville, la nappe profonde montre des signes d'épuisement. El Oued, ville nouvelle, confronte ses habitants à la réalité du Grand Sud. J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là. Plus au sud, ma route me mène aux portes d'une des plus belles cités du désert. Gardaïa, citadelle du XIe siècle, aux portes du grand ergue saharien. Gardaïa est la capitale des 5 cités du Mzab. Selon la légende, elle doit son nom à Daya, une jeune fille de grande beauté abandonnée dans une grotte. Gardaïa veut dire « grotte de Daya ». La perfection de cette ville fascine.
Les Mozabites sont à l'origine des commerçants, dépositaires d'un islam rigoriste, très codifié. Autrefois, les jeunes filles et les garçons ne fréquentaient pas l'école publique avant l'âge de 6 ans, mais recevaient leur éducation dans une école de la communauté. Désormais, l'école est devenue publique et obligatoire pour tous, même au cœur du désert. D'une extraordinaire unité, la ville surplombe une palmeraie centenaire qui fournit fruits, légumes et fraîcheur pendant les grandes chaleurs. C'est un îlot de vie au milieu du grand ergue saharien. Le secret de Gardaïa, c'est celui de l'eau. Il a plus de 1000 ans. Il a mené à un extraordinaire savoir-faire en irrigation. Chaque oasis dispose d'un réseau de canaux alimentés par des puits ou par des canaux souterrains, les Fogaras. Au débouché de chaque canalisation, l'eau est reçue dans un bassin. Son débit est soigneusement mesuré avant qu'elle ne reparte pour être redistribuée entre les jardins. Le partage des eaux est calculé en doigts ou en demi-doigts. Ici, on ne partage pas la terre, on partage l'eau. C'est la loi imaginée par ces hommes du désert.